Oh, Vincent Vega, our man in Amsterdam. Jules Winfield, our man in Inglewood. Get your asses down in here. God damn, nigga, what's up with them clothes? You don't need more than that. Where's the big man? Big man's right over there taking care of some business. Bonjour et bienvenue dans ce cours de terminale enseignement scientifique consacré à l'empreinte carbone. Pour toute cette vidéo, nous allons observer le graphique suivant qui représente l'évolution de la température moyenne à Paris de 1880 à 2012. Donc en rouge vous avez l'évolution de la température et en bleu c'est un lissage de la courbe rouge. En regardant ce lissage, on voit bien qu'à partir des années 70-80, il y a une nette augmentation de la température. Donc, la question que nous pouvons nous poser est quelle est la cause de cette augmentation de la température? Donc, pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir ce qu'est l'effet de serre, ensuite nous verrons la combustion de manière générale et enfin nous parlerons de l'empreinte carbone. Qu'est-ce que l'effet de serre? Quand on parle de serre, moi je pense directement à ce qu'on appelle une serre-tunnel agricole qui a pour objectif de faire pousser des légumes, des fruits à une température supérieure à la température qu'on aurait si ce plastique que vous voyez ici n'était pas présent. Cette serre-tunnel permet d'augmenter la température ambiante. Sur Terre, on a fait cette analogie, c'est-à-dire qu'il existe dans l'atmosphère des gaz dits à effet de serre qui vont jouer le même rôle que ce plastique pour une serre-tunnel agricole. Et ce rôle, c'est un rôle de filtre. Nous allons le voir par la suite. Comment agit ce filtre? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre un phénomène physique qui est le rayonnement thermique. Tout objet qui a une température va émettre ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques qu'on va appeler le rayonnement thermique. Je vais prendre un premier exemple avec le soleil. Le soleil a une température de surface de 5500 degrés Celsius. Donc avec cette température-là, il va émettre selon différentes longueurs d'onde. Et on visualise ces longueurs d'onde avec lesquelles son rayonnement est émis en traçant ce qu'on appelle un spectre. Donc là vous voyez la courbe rouge là représente le spectre d'émission du soleil. Et alors on distingue les différentes longueurs d'onde par des domaines. Donc là nous avons l'ultraviolet, là nous avons la partie du visible, c'est cette partie là où nos yeux vont pouvoir percevoir les ondes, et au-delà du visible nous avons l'infrarouge. Donc on voit que le rayonnement thermique issu du soleil est centré autour du visible. C'est pour ça qu'on dit que la lumière issue du soleil, on peut la caractériser de visible. Ensuite maintenant si je prends la Terre a une température de surface de 15 degrés Celsius. Donc là de la même façon, si je trace le spectre du rayonnement thermique émis par la Terre, voilà ce que j'obtiens. Donc là vous voyez en tout petit, parce qu'on a fait un décalage pour pouvoir visualiser son spectre, déjà il est moins intense, vous voyez là j'étais monté jusqu'à 100, et là j'ai plus que 5, 10, moins 5, vous voyez là c'est la bande visible, donc là on est uniquement dans l'infrarouge. C'est pour ça qu'on va nommer ce rayonnement thermique d'infrarouge. Une fois qu'on a vu ça, maintenant on va l'appliquer au phénomène de la serre. Là j'ai remplacé la serre plastique par une vitre. Voici le soleil avec son rayonnement. Alors la vitre, en fait, lorsqu'elle va recevoir du visible, tel que la lumière du soleil, elle va la laisser passer. Par contre, lorsqu'il y aura de l'infrarouge, elle va l'absorber. Ainsi, donc la lumière issue du soleil ici va traverser sans souci la vitre, va arriver au niveau de la plaque ici, et va être absorbé par la plaque. Pas réfléchi, mais absorbé. Une fois que ce rayonnement a été absorbé, la plaque va réémettre cette même énergie, mais elle va être modifiée, parce que le rayonnement émis va être différent, et donc la plaque va émettre dans l'infrarouge. La conséquence, c'est que ce rayonnement ne va plus traverser la vitre, et va être absorbé. Et l'absorption de cette énergie dans la vitre va permettre à la vitre à son tour de réémettre à une température proche de la plaque. Donc on va avoir le même phénomène, c'est-à-dire que la moitié va être émise vers le haut, l'autre moitié vers le bas, puis réabsorbée par la plaque, puis réémise, etc. La conséquence, c'est que grâce à la vitre, on a piégé le rayonnement infrarouge. Et ainsi, ça va permettre de faire augmenter la température de la plaque et donc de l'air qui est contenu entre la vitre et la plaque. Quelles sont les molécules responsables de l'effet de serre dans l'atmosphère? Nous venons de voir qu'une vitre permet de piéger le rayonnement infrarouge. Mais qu'est-ce qui joue le rôle de la vitre dans l'atmosphère? Vous savez déjà que l'air est constitué principalement de deux molécules, 20% de molécules de dioxygène et 80% de molécules de diazote. Mais ces deux molécules ne vont pas interagir avec le rayonnement infrarouge. Donc il existe d'autres gaz présents dans l'atmosphère qui vont jouer ce rôle-là. En fait, on en dénombre principalement 5. C'est la vapeur d'eau, donc la formule H2O, le dioxyde de carbone, la formule CO2, le protoxyde d'azote, N2O, le méthane, CH4 et l'ozone, O3. Nous allons voir à travers une animation comment ces 5 molécules interagissent avec le rayonnement infrarouge. Voici l'animation qui va nous permettre de comprendre
ce qui se passe entre les différents constituants de l'atmosphère et le rayonnement visible ou infrarouge. Commençons par le diazote qui est la molécule la plus présente dans l'atmosphère. En ce moment, elle est éclairée par la lumière visible et on voit que cette molécule ne réagit pas avec les photons de la lumière visible. Si je passe en infrarouge, pareil, aucune réaction. Donc la molécule d'azote n'interagit ni avec le visible ni avec l'infrarouge. Je passe avec le dioxygène, de la même façon, aucune interaction avec l'infrarouge, aucune interaction avec le visible. Donc ces deux molécules, qui sont les principaux constituants de l'atmosphère, n'ont aucune interaction ni avec le visible ni avec l'infrarouge. Passons avec le dioxyde de carbone. En lumière visible, pareil, aucune interaction. Par contre, si je passe en infrarouge, vous allez voir, certains photons vont être absorbés par la molécule, puis réémis. Donc ça constitue, c'est la caractéristique d'un gaz à effet de serre qui laisse passer la lumière visible, mais par contre réagit avec l'infrarouge. Pareil avec les molécules d'eau, vous voyez, il y a une réaction avec un rayonnement infrarouge. Par contre, en lumière visible, il n'y a plus de réaction. Pareil avec l'ozone, vous voyez, il n'y a pas d'interaction avec le visible. Par contre, si je passe en infrarouge, là il va y avoir une interaction. Donc l'ozone, l'eau, le dioxyde de carbone sont ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Quelle est l'influence de l'homme sur l'effet de serre sur la Terre? Je vous fais d'abord apparaître un graphique qui représente l'impact des différents types de molécules sur l'effet de serre. À gauche, vous avez l'effet de serre dit naturel, c'est-à-dire indépendant des activités de l'eau. Là, on voit bien que c'est les molécules d'eau qui ont le plus gros impact sur l'effet de serre, avec 60%. Ensuite, le dioxyde de carbone, puis l'ozone, puis le méthane, puis le protoxyde d'azote. Et la petite barre ici en jaune correspond à ce qu'on appelle l'effet de serre additionnel ou anthropique, c'est-à-dire dû aux activités humaines. Et là, cette fois-ci, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, qui a le plus gros impact, suivi par le méthane, suivi par les chlorofluorocarbures, puis l'ozone, puis le protoxyde d'azote. Alors, un deuxième graphique ici vous montre l'évolution de trois molécules à effet de serre. Nous voyons bien que à partir des années 1970-1980, on a une forte augmentation pour ces trois molécules. Donc alors les mesures qui ont été faites pour obtenir ces graphes, quand vous voyez des petits points ici, ça correspond à des prélèvements sur des calottes glaciaires. Et lorsque c'est en très plein, à partir des années, on va dire 70-80, ça c'est des mesures dans l'atmosphère. Donc conclusion, l'homme, de par ses activités, augmente l'effet de serre naturel de l'atmosphère terrestre. Quelle est l'influence de l'homme sur l'effet de serre sur la Terre? D'où proviennent ces gaz à effet de serre anthropique? Donc nous allons les passer en revue. Commençons par le dioxyde de carbone. En fait, sa contribution au réchauffement climatique correspond à 56%. Donc c'est celui qui aura le plus gros impact sur cet effet de serre. D'où vient-il? Tout d'abord la combustion d'énergie fossile, les procédés industriels et la déforestation. Ensuite, le méthane, lui, il va contribuer à 32% au réchauffement climatique. Enfin, il va être produit dans les décharges, en agriculture, en élevage et dans des procédés industriels. Ensuite, le protoxyde d'azote, on va le retrouver pour 6% de sa contribution au réchauffement climatique. Il est produit dans l'agriculture, dans les procédés industriels et du fait de l'utilisation des engrais, les engrais vont se dégrader et dégager du protoxyde d'azote. Ensuite, les chlorofluorocarbures, CFC, eux, ils vont contribuer pour 3%. On les trouve dans les sprays, tout ce qui est système de réfrigération, les procédés industriels et la fabrication de composants électroniques. Et pour finir, l'ozone qui va contribuer à 3%. Lui en général, il n'est pas produit au niveau de la surface de la Terre, mais plutôt par des réactions qui ont lieu dans l'atmosphère à partir des gaz rejetés par l'activité humaine, tels que le monoxyde de carbone ou le monoxyde d'azote. Que se passe-t-il lorsqu'on fait brûler un combustible? Voici un petit schéma qui illustre la combustion en général. En bas, nous avons le combustible qui peut être soit d'origine fossile, tel que le gaz, le pétrole, le charbon, ou d'origine de la biomasse, tels que les biodéchets, les eaux usées, les résidus aussi bien forestiers, agricoles ou industriels. Lorsqu'un combustible brûle, il a besoin d'un comburant, c'est ici le dioxygène présent dans l'air, et il va produire donc des gaz tels que la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. Donc ces deux molécules vont participer à l'effet de serre de l'atmosphère. Mais en plus de ces deux molécules, il va y avoir aussi une production de particules fines qu'on appelle aussi la suie, des composants à base d'azote tels que le monoxyde d'azote, le dioxyde d'azote et le protoxyde d'azote, et des gaz à base de soufre tels que le dioxyde de soufre
et le trioxyde de soufre. Ces trois autres produits, qui ne sont pas majoritaires par rapport à l'eau et au CO2, vont participer à dégrader la qualité de l'air respiré, donc auront un impact négatif sur la santé des hommes. Comment modélise-t-on une réaction de combustion en chimie? Alors on va prendre l'exemple du méthane, CH4. Donc voici l'équation de sa réaction de combustion. Donc ici on a le méthane, le combustible, qui va réagir avec le dioxygène, le comburant, pour former du CO2 et de la vapeur d'eau. Lorsqu'on écrit l'équation d'une réaction chimique, on doit s'assurer que les atomes sont bien conservés, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir ni disparition ni création d'atomes. Commençons par le carbone. Ici nous avons un carbone que nous retrouvons ici, donc le carbone est bien conservé. Passons après à l'hydrogène, donc là nous avons 4 atomes d'hydrogène, et ici nous n'en avons que 2, donc on va être obligé de rajouter un coefficient stoichiométrique ici, et là nous avons bien équilibré les hydrogènes. Maintenant occupons-nous de l'oxygène. Donc là nous comptons combien d'oxygène du côté des produits, donc on en a 2 ici, et 2 fois 1, 2 ici. Donc là, on est obligé de rajouter un 2, et ainsi 2 fois 2 font bien 4. Maintenant, nous allons poser la question suivante. Quelle masse de CO2 est produite pour 1 mégajoule d'énergie obtenue par cette combustion? Tout d'abord, nous avons besoin de savoir quelle est l'énergie qui est obtenue par la combustion de 1 kg de méthane. Et ça correspond à 50 mégajoules. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer combien de masse de méthane il me faut pour produire 1 mégajoule. Comme j'ai 50 mégajoules pour 1 kg, donc je vais faire 1 que divise 50. Et j'aurai la masse correspondant à 1 mégajoule, ça nous fait 1 kg 0,020. Donc si je le convertis en grammes, 20 grammes de méthane. Donc lorsque je fais brûler 20 grammes de méthane, je produis 1 mégajoule. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle des masses molaires. Les masses molaires permettent de passer d'une masse à une quantité de matière. C'est-à-dire que si j'ai 16 grammes de méthane, j'ai 1 mole. De la même façon, pour le dioxyde de carbone, 44 grammes de dioxyde de carbone correspondent à 1 mole. Pourquoi j'ai besoin de ça? Là, je viens de trouver que pour produire 1 mégajoule d'énergie, il me fallait 20 grammes de méthane. Donc je vais convertir ces 20 grammes en quantité de matière. Donc il suffit de faire le rapport 20 sur 16, 16 étant la masse molaire du méthane, et j'obtiens 1,25 mol. C'est-à-dire que ici, si je fais réagir 1,25 mol, je vais produire aussi 1,25 mol de dioxyde de carbone. La quantité de matière de carbone produite, ça sera la même que la quantité de matière de méthane qui a réagi. Pourquoi? Parce qu'il y a les mêmes coefficients stoichiométriques. Donc, une fois que j'ai la quantité de matière de CO2 produite, je vais calculer sa masse grâce à la masse molaire. Donc pour 1 mol, j'ai 44 grammes. Moi j'ai 1,25 mol, donc il suffit de multiplier 1,25 par 44 et on trouve 54 grammes. Donc voilà, chaque fois que je veux produire 1 mégajoule d'énergie à partir de la combustion, je vais produire en même temps 55 grammes de dioxyde de carbone. Qu'est-ce que l'empreinte carbone? En fait, c'est une mesure des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Elle va s'exprimer en masse de CO2 équivalent. Alors pourquoi équivalent? Parce que comme vous l'avez vu, il n'y a pas que le CO2 qui va participer à l'effet de serre, mais il y a d'autres molécules telles que le méthane, le protoxyde d'azote, les CFC, etc. Voici un graphique qui représente la tonne de CO2 équivalent produite par habitant et par an. En fonction des pays, nous avons ici le pays dont les habitants produisent le plus de CO2 équivalent par an, c'est l'Arabie Saoudite avec 19 tonnes. Vous avez ici la France avec 6,9 tonnes et là la moyenne mondiale avec 4,4 tonnes. Pour conclure, nous allons revenir sur la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Quelle est la cause de l'augmentation de la température sur Terre? Nous avons vu que, de par ses activités, l'homme produit des gaz tels que le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote. Et ces gaz vont participer à l'effet de serre de l'atmosphère terrestre. Voici un graphique qui nous permet de résumer ce qu'est l'effet de serre de l'atmosphère terrestre. En fait, le rayonnement incident provenant du Soleil est un rayonnement visible qui va traverser sans souci l'atmosphère terrestre, qui, arrivé au niveau du sol, va être absorbé et réémis, mais le rayonnement réémis sera dans l'infrarouge. Donc ce rayonnement va être absorbé par les gaz à effet de serre qui vont le réémettre et ainsi participer à piéger ce rayonnement infrarouge. Ainsi, la température du sol de la Terre va augmenter comme dans une serre. Quelle va être la conséquence de cette augmentation de température? Ici, vous avez une prédiction
la température pour l'année 2100. Donc c'est le GIEC qui donne ces prédictions-là. Dans le meilleur scénario, il y aurait une augmentation de uniquement 0,9 degrés Celsius. Et pour le pire scénario, une augmentation de 4,1 degrés Celsius. Quelles seraient les conséquences de cette augmentation de température? L'une des conséquences serait l'augmentation du niveau des mers. Donc dans le meilleur scénario, on aurait une hausse d'environ 0,44 mètres et dans le pire scénario, une hausse de 0,74 mètres. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. We happy? Vincent! We happy? Yeah, we happy. Look,